Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce soir, je vous amener faire un tour dans ma cité, dans mon quartier. Ma cité, c'est 8 grandes tours de béton. Au milieu, on a un petit centre commercial. Au sud, un aéroport. Au nord, la décharge municipale. À l'est, l'autoroute. À l'ouest, la ligne TGV. Je sens que ça vous donne déjà envie d'aller y habiter. Dans mon immeuble, les cloisons sont tellement fines, tellement minces, tu entends tout ce qui se passe chez les voisins. Mais le problème, c'est que si toi tu entends ce qui se passe chez les voisins, eux, ils entendent ce qui se passe chez toi. L'autre jour, j'étais allongé sur le lit avec ma femme, la tête sur l'oreiller, et je lui disais dans le creux de l'oreille, « Hé, si on partait une semaine en Tunisie tous les deux ?» Et le lendemain, dans l'ascenseur, il y a mon voisin Robert qui m'a dit « T'as raison, la Tunisie c'est une bonne destination. » On n'a pas de vie privée, hein. Mais par contre, on est bien organisé. Par exemple, on a un espace fumeur. C'est la cage d'escalier. Tu vas là-dedans vers 21h, 22h, il y a un monde fou. Bon, alors, ils fument, ils font un peu de déco, des tags, des graffitis sur les murs. Et je me souviens qu'un soir, je devais sortir. C'était à peu près 21h, 22h. Je vais pour prendre l'ascenseur. L'ascenseur était occupé parce que, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, l'ascenseur est toujours occupé dans mon immeuble. Alors je me suis dit, je vais passer par l'escalier. J'ouvre la porte. Il y avait tellement de fumée, tu voyais pas à 2 mètres. Et là, j'ai fait une bêtise. Au lieu de refermer tout de suite la porte, j'ai trouvé que ça sentait bon. J'ai respiré une grosse bouffée. Je me suis senti un petit peu bizarre. Finalement, je suis rentré chez moi. Jusqu'à 4h du matin, j'ai parlé au lutin qui vit dans la plante verte. Je savais même pas qu'il était là. Et après, ma femme m'a dit, « Bah, Jacques, qu'est-ce que tu fais ?» J'étais en train d'essayer de rentrer dans l'aquarium pour dormir avec le poisson rouge. Et puis, il y a les voisins. Alors, l'appartement juste à côté du mien, c'est l'appartement d'Henri. Henri, c'est le patron du bar tabac. Il y a sa femme, Arlette, leur fils Nono qui doit avoir dans les 12-13 ans, et puis le petit José qui a 8 ans. Le petit José, c'est un petit brun, il est sympa comme tout. Et tous les soirs, quand il a fini l'école à 4h30, il retrouve ses copains sur le terrain vague en bas de l'immeuble, et là ils font des parties de foot interminables. Sauf que, à 18h30 précise, sa mère Arlette passe la tête du haut du 20e étage, elle lui dit « Allez José, rentre à la maison, viens faire tes devoirs !» Et tous les soirs, José, à contre-cœur, il rentre chez lui. Mais il y a eu un soir où le petit José était plus en forme que d'habitude. Il avait déjà marqué 3 buts, il sentait qu'il pouvait en marquer d'autres. Alors quand sa mère l'a appelé, qu'elle lui a dit de rentrer, il lui a dit « Maman, 5 minutes, je te promets, j'arrive. » Et il est reparti jouer. Sa mère n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. 8 ans d'éducation fichue en l'air en 5 minutes. Son fils n'obéissait plus. Elle s'est dit, ça va pas se passer comme ça. José, si tu rentres pas tout de suite à la maison, je vais t'envoyer Nono, ton grand frère. Il va descendre, il va te tirer les oreilles et tu vas voir. Mais José avait marqué un autre but, il écoutait pas sa mère. Alors elle est rentrée dans la maison. Elle est allée voir son fils Nono qui jouait au Game Boy. Nono, arrête de jouer à ces bêtises là. Écoute, j'ai besoin de toi. Il faut que tu ailles tirer les oreilles de ton frère, comment il s'appelle déjà ? José. Qui veut pas rentrer à la... Mais Nono a dit... Ça c'est une affaire entre toi et José. Oh, moi je veux pas m'en mêler. Bon, attention à toi, Nono. Puisque c'est comme ça, moi je vais voir ton père, il va te coller une baine, tu vas voir. Alors elle est partie voir son mari, Henri, qui regardait le match de foot à la télé. Il avait ses pantoufles à crampons, sa casquette de supporter sur la tête, les chats, une corne de brume dans une main et une canette de bière dans l'autre. Alors, la corne de brume, c'est pour encourager les joueurs. Parce que celui qui regarde les matchs de foot à la télé, il y a un truc qu'il n'a pas compris, c'est que dans la télé, il n'y a personne qui l'entend. Et c'était un moment important. Il y avait pénalty pour l'équipe de France. Zidane allait tirer, Henri était concentré. Et juste à ce moment-là, sa femme Arlette est arrivée. À croire qu'elle faisait exprès pour le déranger. Henri, ça peut plus continuer comme ça dans cette maison, personne ne m'écoute. Sors-toi les fesses de ce fauteuil, il faut que tu ailles coller une baigne à... Qui veut pas tirer les oreilles à... Qui veut pas rentrer à là. Écoute Arlette, c'est pas le moment là. Va me chercher une bière dans le frigo, ça t'occupera, va. Attention à toi Henri, hein. Puisque c'est comme ça, je vais aller chez le juge, je vais demander le divorce, j'en ai marre de cette maison.
Mais comme Zidane avait réussi son penalty, Henri sautait de joie dans toute la maison, il n'écoutait plus sa femme. Eh ben, elle est allée jusque chez le juge. Monsieur le juge, j'en ai assez. Je veux divorcer d'avec Henri. Qui ne veut pas coller une bagnole? Non. Qui veut pas tirer les oreilles à? Qui veut pas rentrer à là? Écoutez, Madame Arlette, réfléchissez, c'est une grave décision. Et puis votre mari Henri, je le connais bien, on joue aux boules ensemble. Alors, revenez me voir dans quelque temps, on en reparlera. Attention à vous, monsieur le juge. Si vous voulez pas que je divorce d'avec Henri, je vais aller voir ma mère, elle va vous hurler dans les oreilles. Mais le juge en était déjà au dossier suivant. Il n'écoutait pas Arlette. Alors elle est partie voir sa mère. Maman, personne ne m'écoute, y a que toi qui m'aimes. Il faut que tu m'aides, il faut que tu ailles hurler dans les oreilles du... Qui ne veut pas que je divorce avec. Qui ne veut pas coller une bagnole. Qui ne veut pas tirer les oreilles à... Qui ne veut pas rentrer à là. Ah, ma petite fille, maintenant on vient me trouver. Mais quand tu l'as épousé, ce bon rien d'Henri, tu m'as pas demandé mon avis, hein. Voilà, on n'écoute pas sa mère, il est beau le résultat maintenant. Bon allez, on va s'en débarrasser de celui-là. Elle est rentrée dans le bureau du juge, et là elle a poussé des hurlements, comme seule une belle-mère déchaînée peut en pousser. Le juge caché sous son bureau a dit « Faites taire cette furie, vous l'aurez votre divorce ». Henri avait profité de la mi-temps pour venir voir ce qui se passait au tribunal. C'est pas tellement qu'il tenait à sa femme, mais bon, vous savez, à son âge, il voulait pas changer ses habitudes. Et puis il trouvait que c'était pratique parce qu'elle lui amenait des sandwichs et des bières pendant qu'il regardait les matchs. Elle dit « Bah ça va Arlette, t'as gagné, je vais lui coller une bagne à Nono. » Nono, quand il a vu arriver son père avec l'air des mauvais jours, il a laissé son Game Boy, il est parti chercher José. Et José, quand il a vu que son grand frère arrivait, « Les copains, il est tard, je vais rentrer à la maison. » José a grimpé sur les épaules de Nono, ils sont rentrés à la maison, et ce soir-là, la famille de José est restée une famille unie et soudée, et tous ensemble, ils ont regardé la... Ouais. Pas de chance, pas de bol. La poisse la déveine la guigne. Pas de chance, pas de bol. La poisse la déveine la guigne. C'est un homme qui n'avait pas de chance. Pour vous dire la malchance de cet homme-là, le jour de son mariage, la foudre est tombée sur sa maison. Ça a fait un incendie. Pendant l'incendie, sa femme est tombée, amoureuse d'un pompier. Son chien l'a mordu, son chat l'a griffé. Oh non. Lui, il était découragé. Il est allé s'allonger sur la voie du TGV. Il est resté comme ça pendant 7 jours et 7 nuits, parce qu'il y avait la grève à la SNCF. Puis il y a un copain qui a eu pitié de lui. Alors il l'a recueilli, il l'a hébergé dans sa cave au 2e sous-sol de l'immeuble. Il était bien dans cette cave-là, hein. Bon, il n'y avait pas beaucoup de place, parce qu'il y avait des piles de pièces de scooter, des autoradios, des téléphones portables. Lui, il dormait sur la planche à voile. Et en sortant de cette cave, il y avait une bouche d'égout. Mais il manquait la plaque, le couvercle. Et l'homme qui n'avait pas de chance s'en souvenait jamais. Tous les matins, il sortait et... Et puis, un jour comme tous les jours, où il était tombé au fond de son égout, où il était dans le noir, dans l'eau croupie, il a eu un déclic, une illumination. Qui est-ce qui a fait le ciel et la terre? C'est Dieu. C'est lui qui a fait les hommes aussi. Il a dû oublier de me donner ma chance. Je vais parcourir le monde, je vais trouver Dieu, et je vais lui demander ma chance. Alors il est sorti de son égout, et il s'est mis en chemin. À force de marcher, il est arrivé dans le petit bois à côté de l'autoroute. Et là, il y avait un loup.
C'était un loup qui s'était évadé du zoo la veille. Il avait passé 10 ans derrière les barreaux, sans procès, sans jugement. Il était là dans la forêt, il a vu l'homme arriver. Ah, viens voir toi là, je sais pas, j'ai mal au ventre depuis que je me suis évadé du zoo, et puis je sais pas pourquoi, tu pourrais pas m'aider? Moi tout ce que je sais, c'est que je vais voir Dieu pour avoir de la chance. Si jamais je le vois, je peux lui demander pourquoi tu as mal au ventre. Je lui ai dit ouais, d'accord. Et l'homme a continué à avancer. Il s'est dit où est-ce que je vais trouver Dieu? Peut-être de l'autre côté de la Méditerranée. Alors il est monté dans un cargo, il a traversé en clandestin. C'était le seul qui traversait dans ce sens-là. Il est arrivé sur la terre ferme, il a traversé le désert, et dans le désert, il y avait un palais. Et dans le palais, une princesse. Elle était plus belle que la lune et les étoiles, mais seulement elle était triste. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Mais pourquoi tu pleures comme ça, princesse? Je sais pas, ça fait des années que je pleure. Oh, une belle princesse comme toi, ça doit pas pleurer. Moi, je vais voir Dieu pour avoir de la chance. Si jamais je le vois, je vais lui demander ce que tu dois faire pour retrouver le sourire. Ah, j'espère que tu vas le trouver. Et l'homme a continué. Il est arrivé dans une forêt, il y avait des arbres si grands qui touchaient presque le ciel. Et puis un arbre qui était tout petit. Il n'avait pas de branches, il n'avait pas de racines. Et quand il a vu l'homme, il a dit « T'as vu comment je suis petit? Et puis comme les autres ils sont grands, moi je trouve que c'est pas normal. » Tu sais, moi je vais voir Dieu pour avoir de la chance. Si je le vois, je peux lui demander ce que tu dois faire pour grandir, et puis surtout pour retrouver le moral. Ah ouais, bah j'espère que tu vas le trouver. Et il est reparti. Il a escaladé la plus haute des montagnes. Ça lui a pris 7 jours et puis 7 nuits, parce que c'est comme ça dans les histoires. Ouais, c'est vrai. Pour les collines, c'est 3 jours et 3 nuits, les montagnes, 7 jours et 7 nuits. Comme ça, si un jour vous partez en randonnée dans les histoires, vous savez quand est-ce que vous allez arriver, et puis c'est quand même pratique. À force de marcher, il est arrivé au sommet. Il était fatigué, l'homme qui n'avait pas de chance, il s'est allongé et il s'est endormi. Et dans son sommeil, il a entendu une voix étrange. C'était un petit peu comme un hall d'aéroport branché sur Radio Vatican. Et la voix disait « Mon fils, tu m'as trouvé, qu'as-tu donc à me demander ?» L'homme m'a dit « Mais moi, ce que je veux demander, c'est de la... » Mais attention, hein, de la vraie chance, du vrai bonheur. Pas la chance qui vient et après elle s'en va, c'est encore pire quand elle est partie. Non, ça on m'a déjà fait le coup. Hein. Moi j'en veux pas de cette chance-là. Et la voix dit, je mettrai ta chance sur le chemin du retour. Et l'homme s'est souvenu qu'il devait demander pour le... Pour l'arbre et pour la... Pour la princesse et pour le loup. Oui, c'est bon. C'est comme le tiercé, mais on va les garder dans l'ordre. Et la voix lui a donné 3 réponses au creux de l'oreille. Alors l'homme s'est réveillé, en haut de sa montagne, et il s'est rappelé de son rêve. Et il s'est dit, ça y est, Dieu m'a dit, ma chance m'attend sur le chemin, c'est sûr, je vais la trouver. Et il a mis le chemin sous ses pieds, il a suivi le soleil, il a redescendu la montagne. Il est arrivé dans la forêt où il y avait le petit. Il lui a dit, hé, j'ai vu Dieu pour toi, petit arbre. Il m'a dit, tu as un trésor entre tes racines. C'est pour ça, tes racines, elles ne peuvent pas aller chercher l'eau. Faut enlever le trésor, et tu deviendras l'arbre le plus grand de la forêt, c'est Dieu qui me l'a dit. Ah ben ouais, mais moi j'ai pas de main pour creuser. Tu veux pas creuser, toi, puis tu gardes le trésor. Moi, j'en fais rien de l'or, je suis un arbre. Et attends, moi, je peux pas rester là à creuser. Parce que ma chance m'attend sur le chemin. Si je reste là, c'est sûr, je vais la rater. Et il est parti. Il est arrivé au palais de la princesse.
Princesse, j'ai vu Dieu pour toi. Il m'a dit, ce qui te manque, c'est un homme, un mari. Quand tu seras mariée, tu seras heureuse. Ta vie changera. Bon, enfin, normalement. Ouais, mais seulement, il passe jamais personne par ici. Mais depuis que t'es venu, moi, tous les jours, je pense à toi. Tu veux pas te marier avec moi? Et moi, me marier avec toi, rester dans ce palais, je voudrais bien, mais c'est pas possible. Dieu m'a dit, ma chance m'attend sur le chemin. Je veux pas la rater, hein. Et il est parti. Il est arrivé dans la forêt où il y avait le loup. J'ai vu Dieu pour toi, il m'a dit, il faut que tu manges le premier imbécile que tu trouveras. Un imbécile, mais comment je vais le reconnaître? Écoute, je sais pas, moi j'ai pas le temps de rester, parce que Dieu m'a dit, ma chance m'attend sur le chemin. Déjà, il y a un petit arbre qui voulait me donner un trésor, une princesse qui voulait se marier avec moi, alors, allez, je m'en vais. Il a pas eu le temps de faire un pas de plus. Les yeux du loup sont illuminés, il s'est jeté sur l'homme et il l'a mangé. Eh oui, c'est ça. Kader vient sonner à la porte de Nasruddin. Écoute, Nasruddin, je suis embêté et j'ai cassé ma télévision et ce soir il y a le match OM-PSG. Tu voudrais pas m'inviter chez toi pour regarder le match? Ah ben, t'as pas de chance, Kader, à ma télé, je l'ai cassé ce matin. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Je l'entends, elle est allumée dans ton salon. Bon, écoute-moi bien, Kader. Si tu préfères croire la parole de ma télévision plutôt que la mienne, tu ne mérites pas que je t'invite chez moi. Allez. Marcel était vert. Non, c'était pas un martien, c'était un écologiste. Il avait du boulot dans la cité, hein. Déjà, il avait lutté contre la construction de l'autoroute, de l'aéroport, de la ligne TGV, mais ça n'avait pas marché. Alors il avait rassemblé toutes ses forces pour se débarrasser de la décharge municipale. Et une nuit, il s'est dit que ça allait pas se passer comme ça, qu'il allait faire une opération commando, décharge propre. En pleine nuit, il s'est levé, il a pris une cisaille, il a mis une cagoule que lui avait prêté son cousin d'Ajaccio, et il a foncé directement à la décharge. Cisaillé le grillage, il s'est faufilé, et là, cette nuit-là, il y avait un drôle de brouillard sur la décharge. Et il a vu arriver, droit sur lui, un loupard zonard blouson noir. Grand comme un immeuble. Crête de cheveux rouges sur la tête. Tatouage ethnique sur les avant-bras et le visage. Piercing, boucle d'oreille. Et ce géant est venu droit sur lui et il lui a dit « dis donc, qu'est-ce que tu fais dans la décharge ?»« je voudrais la nettoyer. »« Ah ouais, c'est une drôle d'idée. Mais moi ici, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je vais t'aider. » Et Loupard Blouson Noir a commencé à remplir les sacs. Il a soulevé les vieux frigos, les machines à laver, les carcasses de voitures. Il a tout rangé dans des coins. En rien de temps, c'était propre. Ça alors, il a tout nettoyé. Ah, la terre par terre, elle est sale. Je suis sûr que dessous, il doit y avoir la belle terre comme il y avait avant. Marcel a pris une pioche, il a commencé à retourner la terre. Et c'est vrai qu'elle était belle, la terre dessous. Il a vu arriver 2 loupards blousons noirs, grands comme des immeubles. « dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais dans la décharge ?»« Moi, mais je suis en train de retourner la terre. »« Ah ouais, drôle d'idée, ici nous on n'a rien à faire, on va... » Ils sont allés chercher des pioches grandes comme des arbres, et ils ont retourné la terre. Retourné la terre. En rien de temps, c'était fait. On aurait dit un vrai champ de labour, il manquait plus que le paysan et son tracteur. Marcel s'est dit, je vais semer des fleurs. Il a pris un petit sachet de graines de fleurs, et il a vu arriver 10 loupards blousons noirs grands comme des immeubles. Ils ont dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais dans la décharge? Moi, je sème des fleurs. C'est une drôle d'idée, mais ici nous on s'ennuie, on n'a rien à faire, on va... Ils sont allés à la coopérative, chercher des sacs de plus de 100 kilos. Ils ont plongé leurs mains, grandes comme des poils à frire dedans, et tout en douceur, ils ont semé le champ. En rien de temps, c'était fait. Quel beau travail, s'est dit Marcel.
Bon, j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Et en rentrant chez lui, Marcel a repensé à sa femme. Sa femme qui lui avait dit des milliers de fois. Marcel, ne va pas la nuit tout seul dans la décharge. Il s'y passe de drôles de choses. Il y a des gens qui ont disparu. On les a jamais revus. C'est dangereux. Promets-moi de ne jamais aller dans la décharge la nuit. Mais si je l'avais écouté, ma femme, ce serait toujours des poubelles, et bientôt ça va être un grand champ de fleurs. Je vais lui faire une sacrée surprise. Il est rentré chez lui. Il a rien dit à sa femme, rien dit à son fils. Le temps a passé. La pluie est tombée. Les petites graines ont commencé à pousser, à germer, il y a eu les tiges. Et un jour, les fleurs étaient là. Mais le soleil de l'été a commencé à cogner tellement fort que Marcel s'est dit « Oh là là, toutes mes fleurs vont être grillées par le soleil. Faut que j'aille arroser. » Alors il s'est levé tout doucement dans la nuit. Mais cette nuit-là, il n'était pas bien. Il avait de la fièvre. Il s'est dit « Oh là, j'aurai jamais la force d'aller jusque là-bas. Je vais envoyer mon fils. » Il a réveillé son fils qui dormait. Il lui a dit « Écoute, tu vas aller jusqu'à la décharge, tu vas voir, c'est un grand champ de fleurs. Tu verses un peu d'eau par terre. Tu vas voir arriver beaucoup de loupards blousons noirs grands comme des immeubles. N'aie pas peur, mon fils. Tu leur dis ce que tu fais et ils vont t'aider. Et dès que t'as fini, tu rentres à la maison et tu touches à rien d'autre. T'as compris ? Ouais, pas, je crois que j'ai compris. Le fils a pris un verre d'eau. Il est allé jusqu'à la décharge. C'est mon père qui a semé tout ça. Mais c'est beau, hein ? Il est fort. Alors il m'a dit de verser de l'eau par terre. Et là, il a vu arriver... Ah, mettez-vous d'accord. Il a vu arriver 100 loupards, blousons noirs, grands comme des immeubles. Petit, qu'est-ce que tu fais dans la décharge ? Je sais pas, hein. C'est mon père m'a dit de verser de l'eau, moi je l'ai fait, c'est pas de ma faute. Hein. Tu sais, nous ici on s'ennuie, on n'a rien à faire, on va. Ils sont allés chercher des jerrycans géants, et ils ont arrosé le champ, arrosé le champ. C'est pas trop fatigant d'arroser un champ. Moi, je peux le faire tous les matins. Elles sont belles, ces fleurs. En plus, je suis sûr qu'elles sentent bon. Et le fils a cueilli une fleur. Ah ouais, ça sent bon. Dis donc, petit, qu'est-ce que tu fais dans la décharge ? Je sais pas, je sens les fleurs, ça sent bon. Ici, nous, on s'ennuie, on n'a rien à faire, on va. Ils sont combien cette fois-ci ? 1000 loupards, blousons noirs, grands comme des immeubles, on cueille les fleurs, respirez, cueille, respirez, cueille, respirez. Et bientôt, plus de fleurs. Et je crois que j'ai fait une bêtise. Le fils s'est dit que connaissant son père, il n'allait pas rentrer à la maison tout de suite. Il s'est caché dans un petit coin du champ et il n'a plus bougé. Marcel voyait le soleil monter dans le ciel, son fils qui ne rentrait pas. Malgré la fièvre, il est allé jusqu'à la décharge. Et là, quand il est arrivé, il a vu que toutes ces fleurs étaient par terre cassées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et son fils était là dans un coin. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? Je suis sûr que c'est ta faute. Je savais, il te touche à rien. Tu m'énerves. Tiens, il a mis une grande claque. Il a entendu. Dis donc, l'homme, qu'est-ce que tu fais dans la décharge ? Je lui donne une claque, il m'écoute jamais, ce gamin. Ici, nous, on s'ennuie, on n'a rien à faire, on va. Et 10 000 loupards blousons noirs ont mis des grandes claques à l'enfant, avec leurs mains grandes comme des poils à frire. Et il est devenu plat comme une crêpe. Pendant ce temps-là, la femme de Marcel, la mère de cet enfant, s'est retrouvée toute seule en haut de l'immeuble. Elle a dit, mais où est-ce qu'ils sont partis tous ? La décharge. Alors elle a pris l'ascenseur, elle a marché sur le chemin, elle est arrivée à la décharge, et là elle a vu ses fleurs cassées par terre, et son fils qui était plat comme une crêpe. Elle s'est arraché les cheveux, entendu. Dis donc la femme, qu'est-ce que tu fais dans la décharge ? Mais je m'arrache les cheveux, mon fils est plat comme une crêpe. Ici, nous, tu sais, on n'a rien à faire, on va. Et 1 million de loupards blousons noirs ont arraché les cheveux de la femme. Arraché les cheveux de la femme. Elle est devenue Marcel, quand il a vu que sa femme était chauve, que son fils était plat comme une crêpe, que toutes les fleurs étaient cassées, il a commencé à pleurer. Mais quand la première larme a touché le sol, dis donc l'homme, qu'est-ce que tu fais dans la décharge ? Mais c'est une catastrophe, alors je pleure. Tu sais, ici, nous on s'ennuie, on n'a rien à faire, on va. Et 1 milliard de loupards blousons noirs ont versé des grosses larmes. Ça fait un ruisseau, une rivière. Ça a recouvert la femme chauve, le fils plat comme une crêpe, Marcel et tout le champ. Et depuis ce temps-là, à la place de la décharge, il y a un grand lac. Et quand il fait trop chaud l'été, les enfants de la cité viennent pour plonger, pour nager, pour s'amuser. Mais personne
Personne ne sait pourquoi l'eau de ce lac est salée. Mais peut-être que vous avez une petite idée. C'est énorme. L'été dernier, je rentrais chez moi dans mon immeuble, c'était assez tard le soir, et j'avais soif. J'ai eu envie d'un coca bien frais. Et je me suis dit, le bar chez Henri est fermé, chez moi dans le frigo il n'y en a pas, et j'ai pensé au distributeur de la MJC. Et là j'avais une petite chance. Je dis bien une petite chance parce que comme il est fracturé un soir sur deux, mais je suis arrivé, tous les voyants étaient allumés, j'ai pris une pièce de 1 euro, j'ai mis dedans, j'ai appuyé sur Coca-Cola, il n'y a rien qui est tombé. Alors j'ai essayé toutes les autres marques, mais il n'y avait rien. J'ai dit, bref, j'aurais dû m'en douter. Alors j'ai appuyé sur le bouton pour que la machine me rende la pièce. Mais la pièce ne retombait pas. Alors j'ai appuyé, il n'y avait rien à faire. Oh, ça m'a énervé, j'ai donné un coup de pied dans la machine. J'ai entendu, bah dis donc toi, là, qu'est-ce que tu fais là? Je me retourne. Un gars, grand comme un immeuble, crête de cheveux rouges sur la tête, tatouage ethnique, piercing, boucle d'oreille. J'ai dit, c'est cette machine, là, j'ai mis 1 euro, elle veut pas me les rendre. Il m'a dit, attends, bouge pas, moi je vais. Comment vous savez ça, vous dites? Il a donné un grand coup de latte dans la machine avec ses chaussures du 46, un vrai jackpot de pièces de 1 euro. Alors il a tout ramassé, il a tout mis dans ses poches, et puis il est parti, et en partant il s'est retourné, il a pris 1 euro, et il me l'a lancé. Ah, c'est beau l'honnêteté. Robert était fonctionnaire. Marié, il avait 2 enfants. Il habitait dans la cité. C'est là aussi qu'il travaillait aux espaces verts depuis plus de 20 ans. Mais depuis quelque temps, Robert n'allait pas très bien. Il trouvait qu'il voyait toujours les mêmes gens, qu'ils faisaient toujours la même chose. Il avait beau augmenter considérablement ses doses de Ricard, rien n'y faisait, Robert s'ennuyait. Et un jour, comme tous les jours, il était accoudé à 11h30 pour l'apéro au bar chez Henri. Et la radio était allumée. Et il y avait une chanson qui jouait, qui faisait quelque chose à peu près comme ça. Il faut que je bouge avant d'être vieux, de cette cité sans joie où je ne suis pas heureux. Je vais oser, je vais partir pour ailleurs, comme un Christophe Colomb, explorateur. Et le nouveau monde, moi je trouverai, loin de ma cité. Un endroit qui s'appelle ailleurs, loin de ma cité. C'est ça qu'il me faudrait. Alors il s'est levé de son tabouret, mais au lieu de rentrer chez lui comme il faisait toujours à la même heure, il a pris la grande allée, celle qui sortait de la cité. Et il a marché. Quand il est arrivé tout au bout de l'allée, il y avait une autoroute. Et sous l'autoroute, un tunnel. Il a regardé dedans, il a vu là-bas, le bout du tunnel, il s'est dit c'est exactement ça qu'il faut. Il est rentré dans le tunnel. Bon, c'était pas très agréable de marcher là-dedans parce que c'était tout petit. Mais bon, quand on est dans le tunnel, c'est jamais agréable. Et à force d'efforts, Robert est sorti du tunnel. Et là, devant lui, il y avait un grand champ de fleurs jaunes, un ruisseau transparent, des arbres fruitiers, un petit chemin qui serpentait. Et ça, c'est le petit chemin qui va m'amener à la cité d'ailleurs. Alors il a suivi le chemin. Et tout en marchant, Robert respirait à plein poumon. Et puis les fruits sur les arbres, lui il pensait que ça poussait à la supérette les fruits. Alors il a marché toute la journée, il regardait tout autour de lui, il était content. Et quand le soir est arrivé, il s'est demandé où est-ce qu'il allait dormir. Il a vu un grand chêne, il s'est dit, dans les westerns j'ai vu les cow-boys, ils dorment au pied des arbres. Bon, je vais faire pareil. Mais avant de s'allonger, il a eu un souci. Moi, je suis jamais sorti de ma cité. J'ai pas le sens de l'orientation. Demain matin, je risque de plus savoir dans quel sens faut que je prenne ce petit chemin. Il a eu une idée. Il a enlevé ses chaussures, il les a mis sur le petit chemin.
avec les pointes vers la cité d'ailleurs où il voulait aller. C'est dit comme ça, je pourrais pas me tromper. Alors rassuré, il s'est allongé sous l'arbre et il s'est endormi. Et il a rêvé. Il a rêvé qu'il était léger comme une bulle de savon, qu'il s'envolait au-dessus des gens, qu'il s'envolait au-dessus de la cité. Et en bas, il y avait les gens qu'il connaissait, qui allaient, qui venaient, ils étaient petits comme des fourmis. Ils faisaient toujours la même chose. Ils feraient toute leur vie la même chose. Et puis c'est un petit oiseau qui avait mangé trop de cerises qui a réveillé Robert. Il a dit, bon, alors mes chaussures, les pointent vers la cité d'ailleurs. Ce qu'il ne savait pas, Robert, c'est que dans la nuit, le vent avait soufflé tellement fort que les chaussures avaient complètement changé de sens. Mais lui ne s'est douté de rien. Il a enfilé les chaussures, il a dit, c'est aujourd'hui que je vais trouver la cité d'ailleurs, et puis d'ailleurs, j'en suis sûr. Alors il est parti, il a marché d'un bon pas parce qu'il était sûr qu'il allait la trouver. Et à force de marcher, il est arrivé dans un endroit, grand champ de fleurs jaunes, arbres fruitiers, ruisseaux transparents, autoroute, grande allée, une cité. Ça y est, j'ai trouvé la cité d'ailleurs dont j'ai tellement rêvé. Il a trouvé que ça ressemblait beaucoup à la cité d'où il venait. Mais il s'est dit, bon, ils ont dû prendre le même architecte. Hein. Il est allé au milieu des immeubles et puis il est rentré dans un des blocs. Il a regardé les boîtes aux lettres. Il y a le même nom que le mien sur la boîte aux lettres. Il est monté au 20e étage pour en avoir le cœur net. La même porte que chez lui, avec l'autocollant de la vache qui rit dessus. Alors il a sonné, et une femme a ouvert. Mais enfin, Robert, où est-ce que tu étais passé? C'est incroyable comme elle ressemble à ma femme. Et des enfants sont arrivés. Papa, papa, où tu étais? Tu nous as manqué. Oh, et ces enfants, et c'est les sosies des miens. Si je savais pas que je suis dans la cité d'ailleurs, je croirais que je suis en train de rentrer chez moi. Robert, ça l'a amusé, il a rien dit, il est rentré comme chez lui. Il s'est installé dans son fauteuil, il a pris son journal, et puis il regardait les enfants qui jouaient tranquilles dans un coin. Mais chez lui, les siens, c'était des vrais démons, ils montaient sur les murs. Ils avaient l'air bien, ces enfants-là. Et la femme lui a servi un ricard. Alors que sa femme lui disait tout le temps, « Robert, tu bois trop, tu finiras avec une cirrhose. » Et à peine arrivée, celle-là, elle me sert un petit coup à boire. Elle a l'air bien, cette femme. Et puis il est passé à table. Le petit salé aux lentilles, son plat préféré, que sa femme, celle de la cité, elle voulait plus lui faire depuis des années. Alors Robert a mangé de bon appétit et de bonne humeur. Il regardait cette femme qui allait, qui venait à la cuisine. Il trouvait qu'elle était belle. Elle avait une belle démarche. Et à la fin du repas, comme il y avait école le lendemain, les enfants sont allés se coucher. Et Robert a été un petit peu gêné, un petit peu embêté. Ben oui, il ne se sentait pas de passer la nuit avec cette femme qu'il ne connaissait pas quand même. Écoute, ce soir, j'aurais envie de dormir dans le canapé. Attends, qu'est-ce que tu me fais, Robert? Tu passes la nuit dehors, tu me dis même pas d'où tu viens. Maintenant tu veux dormir dans le canapé. T'es sûr que tu me caches pas quelque chose? Oh non, tu sais, c'est juste pour changer les habitudes. Elle a dit, bon, d'accord. Elle est partie chercher des draps, des couvertures. Et puis elle a essayé d'ouvrir ce vieux canapé usé qui avait plus servi depuis des années. Elle était là, elle forçait, mais elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Et Robert était juste derrière, il a regardé. Il a dit, vraiment, elle est belle, cette femme. Tant pis si son mari arrive. Et il l'a enlacée. Elle s'est retournée. Ils se sont regardés. Ils se sont souris. Vous savez, ces petites minutes d'éternité. Et puis ils se sont embrassés. Et la femme l'a entraîné dans la chambre. Ils ont fermé la porte. Et là, Robert a eu toute la nuit pour voir que cette femme était 1000 fois mieux que la sienne. 1000 fois mieux que la sienne, 1000 fois mieux que la sienne. Ça lui rappelait le temps où il était jeune marié. Puis bon, vers 5 heures du matin, ils ont fini par s'endormir. Et à 7 heures, le réveil a sonné. Robert a ouvert les yeux. Et il a senti la chaleur de cette femme blottie contre lui. Il a respiré son parfum. Il l'a regardée.
Elle a ouvert les yeux, et puis elle lui a souri. Et Robert s'est dit, moi, tant que son mari n'est pas rentré, je reste ici. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il est resté. Et si tout va bien, il y est encore. Au comptoir du bar chez Henri, Nasruddin est tranquille, il est en train de boire son café. Mais juste à la table à côté, il y a deux hommes. Ils parlent à voix basse, et puis ils n'arrêtent pas de regarder dans sa direction. Et au bout d'un moment, Nasruddin en est sûr. Ces deux-là à la table, ils sont en train de parler de lui. Alors il attend que les deux hommes aient le dos tourné, il s'approche discrètement, et voilà ce qu'il entend. Eh, je te le dis, sa femme le trompe. Toutes les nuits, elle retrouve son amant dans le jardin derrière le cinéma, et toute la cité se moque de lui. Nasruddin n'en croit pas ses oreilles. Sa femme, non, c'est pas possible. Alors, comme un automate, il sort du bar. Il rentre chez lui. En chemin, tous les voisins qu'il croise semblent être en train de se moquer de lui. Il monte au 20e étage dans son appartement. Il s'assoit sur une chaise et toute la journée il reste prostré. Mais en fin d'après-midi, l'abattement a fait place à la colère. Nasruddin est fou de rage. Il prend un manche de pioche et il va dans le jardin à côté du cinéma. Et il se cache derrière un arbre et il attend. Et bientôt, dans la pénombre, deux silhouettes arrivent. Un homme et une femme. Alors quand ils sont tout près, que Nasruddin peut presque sentir leur respiration, comme un fou, comme un diable, il sort de sa cachette. Il se dit, mais au fait, j'y pense, moi. Je suis célibataire. Dans le centre commercial, Roger a ouvert une boucherie. Et pour lui, les affaires, ça marche d'enfer. En l'espace d'un an, il s'est acheté une voiture neuve. Dernier modèle Peugeot Volkswagen de chez Citroën. Avec le toit ouvrant, la clim. Un appartement 3 pièces dans une résidence de luxe. Et tout en découpant ses côtelettes, Roger savoure sa réussite sociale. Il se dit qu'il est devenu quelqu'un d'important. On l'appelle Monsieur Roger dans le quartier. C'est pas comme avant. À l'époque où il était dans la montagne, il gardait des moutons. Berger, c'était pas un métier, ça. Et dehors par tous les temps. Toujours un mouton blessé, perdu, malade. Remarque, il y avait aussi les ciels étoilés. Son chien qu'il quittait jamais. L'air pur des montagnes. Sophie, la bergère, qui venait le rejoindre tous les mercredis après-midi. Bon, c'est pas de rêver comme ça que je vais payer mes crédits. Il s'est remis au travail. Mais il a arrêté de découper ses côtelettes. Parce que dans la rue, il y avait un vacarme épouvantable. C'était 3 Harley Davidson noirs. Et sur le passage des Harley, tous les gens s'enfuyaient. Ceux qui n'avaient pas le temps s'enfermaient dans les cabines téléphoniques, dans les immeubles. Les rats plongeaient dans les égouts, les chats dans les poubelles, les uniformes changeaient de quartier, les oiseaux n'osaient plus chanter, même le soleil n'osait plus briller. Les 3 Harley ont stoppé devant la boutique de chez Roger. Le premier des motards est descendu de sa machine. C'était le mal de tête, dit la migraine, avec son casque intégral et sa visière fumée, ses bottes en caoutchouc qu'il n'enlevait jamais. Sur la deuxième moto, avec ses gants de boxe et son vieux jean troué, il y avait le point de côté, toujours prêt à frapper. Sur la troisième moto, il y avait la mort. Avec son blouson noir et sa photo dans le dos. Ses sentiales trop grandes pour elle, elle ne trouvait jamais sa taille.
Dans sa poche, une faux, à cran d'arrêt. Bon, ces trois-là, en fait, ils avaient faim. Alors le premier, le mal de tête, est rentré dans la boutique de Roger. Eh, dis donc, le boucher, donne-moi des côtelettes, sinon, bobo la tête. Roger avait des crédits à payer. Écoute, si t'as de l'argent, t'auras ce que tu veux, sinon tu sors de ma boutique. Alors le mal de tête a sauté sur le comptoir et a pris Roger. Oh, Roger a cru que sa tête allait exploser. Il est allé jusqu'à ses réfrigérateurs. Il s'est fait une grosse poche de glace qu'il a mis sur sa tête. Il est resté comme ça un moment. Et dedans, le mal de tête. Il a commencé à claquer des dents. Il a commencé à éternuer. Alors il est ressorti, il a dit « Tu verras une autre fois, je t'aurai le boucher, tu peux rien pour attendre. » Alors c'est le point de côté qui a pris la relève. « Eh, dis donc, le boucher, tu vas me donner des côtelettes, sinon je te colle en direct. » C'est comme pour ton copain, t'as de l'argent, t'as ce que tu veux, sinon tu dégages de ma boutique. Alors, point de côté s'est précipité sur Roger. Et Roger est tombé par terre, le souffle coupé. Il a rampé vers ses rôtissoirs. Et là, il faisait une chaleur torride, tropicale. Et au milieu des odeurs de poulet rôti, il a transpiré. Et le point de côté est devenu de plus en plus petit. Et bientôt, c'était plus qu'une petite goutte d'eau. Alors vite, il est ressorti et a dit « Mais je t'aurai le boucher, tu verras, je t'aurai !» La mort est rentrée dans la boutique. Roger l'a reconnu tout de suite. « Hé, faites pas de mal. Moi, je vous donne tout ce que j'ai, ma maison, ma voiture, la caisse, mais... moi, je veux vivre le plus longtemps possible. Toi, tu viens avec moi. » Et Roger a senti que comme ça dans la vie, il y a des moments c'est difficile de négocier, de discuter. Alors il a fait le tour du comptoir, la mort a mis sa Harley en route, il a grimpé derrière, il a attrapé la mort par les hanches, et dans un bruit de tonnerre, ils ont démarré. Roger avait le sang qui se glaçait dans les veines, d'être tout serré, d'être tout collé contre la mort. En plus, elle respectait pas les signalisations, elle faisait des excès de vitesse. Et toute la nuit, elle a roulé à tombeau ouvert. Et dans les lueurs du petit matin, ils sont arrivés à un terrain vague. Un hangar, avec une enseigne lumineuse qui clignotait. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. La mort a stoppé sa machine. De ses longs doigts squelettiques, elle a frappé un code. Un lourd rideau de fer s'est soulevé. L'intérieur du hangar était désert. La mort est rentrée. Roger a suivi. Elle a soulevé une trappe. Un escalier éclairé par des flambeaux. Alors ils sont descendus. Et en bas de l'escalier, il y avait un long tunnel sombre. Ils se sont engagés dans le tunnel, doucement. Et tout au bout du tunnel, il y avait comme une toute petite lumière. Et au plus ils avançaient, au plus la lumière grossissait, grandissait. Et bientôt, dans le long tunnel, c'était plus que de la lumière. Et ils sont arrivés dans une pièce immense. Et là, ça brillait comme un soleil, parce qu'il y avait des millions, des milliards de bougies. Ce sont les vies des hommes et des femmes de la terre. Chaque bougie, une vie. Roger, la première chose qu'il a pensé, c'est « Hé, ma bougie, où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est au milieu de toutes ces bougies ?» Et la mort lui a montré. C'était une petite bougie de rien du tout, avec une petite flamme toute faible. Et la mort. Faut remettre de la cire sur ma bougie, là, elle va s'éteindre. Tiens, il y en a une grande à côté, là, prends-en un morceau. Ce n'est pas moi qui décide de la durée de la vie. Je ne fais qu'aller chercher sur la terre ce dont la bougie s'éteint, et je ne peux rien faire pour toi. Mais je voulais juste que tu vois ça. Alors Roger a regardé une dernière fois cette toute petite flamme. Il a suivi la mort, ils ont pris le long tunnel sombre. Elle a remis la Harley en route. Roger a grimpé derrière et dans un bruit de tonnerre, ils sont rentrés.
Arrivé à la boutique de Roger, la mort l'a laissé, et puis elle est repartie se met la terreur avec le mal de tête et le point de côté. Roger, il n'a pas hésité, il a mis sa boutique à vendre, et il a pris la direction de la montagne. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu que sa bergerie n'avait pas changé. Elle était intacte, personne n'y avait touché. Ah, il y avait son chien qui était là. Et le mercredi suivant, Sophie, la bergère, est revenue le voir. Et l'histoire nous dit que Roger a vécu tellement paisible, tellement tranquille, tellement heureux dans la montagne, que la cire de sa bougie s'est consumée tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et tellement doucement qu'à l'instant où je vous raconte cette histoire, cette toute petite flamme brûle encore. Dans le métro, la RATP avait fait un concours de poésie. Et c'est des tout petits poèmes très courts, parce que dans le métro, on n'a pas beaucoup de temps pour lire, ni beaucoup de disponibilité. Donc il faut vraiment que ça soit juste 2 phrases. Et j'ai vu un poème qui m'a vraiment plu tout de suite. Il y avait marqué « Il se sentait tellement seul dans ce désert, que parfois, il marchait à reculons pour voir quelques traces devant lui. » Tout en haut du 20e étage, Sébastien vivait seul. Sa vie, c'était un désert sans rien ni personne. Sébastien était tellement seul qu'en été, il ne tuait plus les moustiques. Bah oui, ça lui faisait de la compagnie. De temps en temps, il descendait à la cabine téléphonique en bas de chez lui pour se laisser des messages sur son répondeur. Il s'envoyait des lettres recommandées pour voir le facteur. Mais bon, lui, pour avoir des copains, il faisait pas du tout ce qu'il fallait faire. Parce que lui, dans la cité, c'était le seul, il voulait pas piquer les scooters, les autoradios. Pas plus les téléphones portables, il s'intéressait pas au rap, s'intéressait pas au football. La nuit, il voulait pas aller avec les autres faire des tags sur les murs du commissariat. Pas étonnant, il avait pas de copains, il fallait pas qu'il se plaigne. Lui, il disait tout le temps, moi je veux m'en sortir, et puis honnêtement, dans la cité, mais c'était pliant de rire. Mais lui, il y croyait. Il avait trouvé un petit boulot. Il empilait les boîtes de conserve dans les rayons de la supérette. C'était un horloger de la boîte de conserve. Les clients s'arrêtaient pour le féliciter. Le patron disait « Sébastien, c'est le roi de la conserve ». Il était fier, Sébastien. Mais le soir, la supérette fermait ses portes et il fallait qu'il rentre chez lui. Et quand il arrivait dans son studio, qu'il poussait la porte, qu'il trouvait cette pièce vide, glacée, il se disait « Non, j'en ai marre d'être tout seul ». Alors il se faisait des petits plateaux repas, puis il regardait la télé, et les soirs se suivaient et se ressemblaient. Et puis il y a eu un soir où vraiment il était au fond du trou, où il croyait plus à rien. Et là le téléphone a sonné. Elle était étonnée, jamais personne l'appelait. Il a décroché. C'était Corinne, sa voisine du rez-de-chaussée. Elle lui demandait si des fois il n'avait pas un ouvre-boîte à prêter. Et là, Sébastien sentit de la vie, de l'énergie remonter en lui. Parce que Corinne, elle travaille au salon de coiffure juste en face de la supérette. Elle est super jolie. Tout le temps, Sébastien, de derrière ses boîtes de conserve, il essaye de la regarder. Mais il n'a jamais osé aller lui parler. Alors il s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Il a dit, écoute, dans 5 minutes, j'arrive, je t'amène l'ouvre-boîte. Il l'a raccroché. Et il s'est dit, bon, il faut que je me prépare, je peux pas y aller comme ça. Il est allé prendre une douche. Il s'est dit, comme ça sera fait pour la semaine. Il a mis ses plus beaux vêtements, il s'est regardé dans la glace et il s'est encouragé. Bah ouais, quand on est tout seul. Il a pris l'ascenseur. Il est arrivé chez Corinne, il a sonné. Elle a ouvert. Ah bah tu as fait vite, Sébastien. Oui, écoute Corinne, tant que je suis là, j'ai quelque chose à te dire. Voilà, tu me plais beaucoup. Alors je me suis dit, toi t'es toute seule dans ton rez-de-chaussée, moi dans mon 20e étage. Je te propose quelque chose. Ce soir, tu viens chez moi,
Et puis après, tu restes passer la nuit avec moi. Hein, quoi? Tu crois comme ça? Tous les gars du quartier sonnent à ma porte. Moi, je vais dormir chez l'un, chez l'autre. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas une fille comme ça. Va-t'en de là, je veux pas te voir. Allez. Voilà, Sébastien, il s'attendait pas à ça. Il est resté avec son ouvre-boîte dans la main, et il a repris l'ascenseur et est remonté chez lui. Pendant ce temps-là, Corinne en bas a réfléchi. Elle a dit, mais il me plaît bien, Sébastien. Puis des ouvre-boîtes, j'en ai 3, alors faudrait quand même savoir ce que je veux. Elle a dit, bon, allez, c'est pas trop tard. Elle est allée prendre une. Elle s'est fait la plus belle qu'elle pouvait, elle a mis sa plus belle robe, elle a pris toutes ses petites affaires, les filles, il y a toujours plein d'affaires, on sait jamais ce qu'il y a dedans, bon, c'est pas grave. Non, c'est vrai, hein. Moi, j'ai une copine, elle m'a dit, c'est mieux d'avoir un petit sac, parce que comme ça, tu peux pas mettre trop de choses dedans, mais par contre, à chaque fois que tu veux attraper quelque chose, faut tout sortir, c'est la galère. Donc un grand sac, c'est bien aussi, mais c'est le triangle des Bermudes, quoi. Heureusement que de temps en temps, ça se renverse, hein, ça permet de trier. Bon, bref, elle est partie avec toutes ses affaires. Elle a pris l'ascenseur. Elle a sonné. Sébastien ouvert. Ouais, Corinne, qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi pour tout à l'heure, Sébastien. Toi aussi, tu me plais beaucoup. Allez, c'est d'accord, je reste avec toi. Ça, il fallait me le dire tout à l'heure. Tu te rappelles ce que t'as fait avec ta porte? Regarde-la, celle-là. Tu la vois? Eh ben, choc! Alors, elle est retournée chez elle, elle s'est effondrée dans son canapé, puis elle a pleuré. Mais Sébastien, en haut, s'est dit, j'avais plus qu'à la faire rentrer. Et il a repris l'ascenseur. Il a sonné. Excuse-moi, Corinne, pour tout à l'heure. Bien sûr, prends tes affaires et viens chez moi. Jamais de ma vie on m'a humilié comme ça. Tire-toi de là, pauvre mec. Chac. Alors elle est remontée chez lui, mais elle tout de suite elle a réfléchi, elle a repris l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a encore, Corinne? Écoute, on arrête tout, Sébastien, on va pas s'en sortir, on veut la même chose. Laisse-moi rentrer. Les meufs comme toi, ça m'intéresse pas, je me débrouille très bien tout seul. Choc. Alors elle est redescendue, mais tout de suite, lui, il a réfléchi. Il a voulu prendre l'ascenseur, il a pas pu, il y avait Corinne dedans. Alors il a pris l'escalier de secours. Il a couru en bas. Il est arrivé au rez-de-chaussée. Il a vu Corinne au bout du couloir. Le temps qu'il arrive, choc, la portière fermée devant lui. Alors il a sonné. Encore toi, Sébastien, je t'ai assez vu, je te l'ai dit. Choc. Alors il est remonté chez lui. Mais elle, tout de suite, elle a réfléchi. Elle a repris l'ascenseur. Écoute, s'il te plaît, Sébastien, mais choc. Bon, elle est repartie. Mais lui, il a réfléchi. Mais enfin, Corinne, mais choc. Mais Sébastien, s'il te plaît, choc. Mais on va pas y arriver. Mais écoute-moi, choc. Mais s'il te plaît, choc. Mais enfin, choc. Hé, mais, hé, Bon. À l'instant où je vous raconte cette histoire, Corinne et Sébastien n'ont pas encore réussi à passer une seule nuit ensemble. Mais, moi, ce que je me dis, c'est que finalement, tant que l'ascenseur fonctionne, il y a de l'espoir. Vous comprenez pourquoi l'ascenseur est toujours occupé? Bon, tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire de l'homme qui n'avait pas de chance. Et pour terminer, je vais vous raconter l'histoire de Paul. Paul, c'est le cousin de l'homme qui n'avait pas de chance. Et d'ailleurs, depuis qu'il est tout petit, on l'appelle pas de bol. Paul. Ouais, pas de bol, Paul. Et pas de bol, Paul, c'est un peu un prototype du malchanceux. On dirait qu'il a un aimant, il attire toutes les malchances du monde. Mais lui, il veut s'en sortir. Alors, il a fait de la méditation, des stages de pensée positive, créatrice, de la communication avec Jacques Salomé. Il est allé voir les plus grands astrologues, les plus grands voyants. Mais il faut bien le dire, tout ce qu'il voit venir, c'est de la poisse bien noire et bien épaisse. Et un jour, il était à la pharmacie, et là, il a vu Arlette, qui était en train de parler avec la pharmacienne, et qui expliquait qu'elle est allée voir le petit vieux qui habite dans le bois, à côté de l'autoroute, qu'il avait passé sa main sur la verrue qu'elle avait, et que la verrue avait disparu. Paul s'est dit ça. Si ce petit vieux a pu faire disparaître une verrue, peut-être bien qu'il peut faire disparaître ma malchance. Alors il est rentré chez lui, il a mis des chaussures de marche, il a pris quelques boîtes de cassoulet pour offrir au vieux, et puis il est sorti. Sur le palier,
il a vu son voisin Nasruddin qui partait avec un manche de pioche à la main. Bon, lui, il est allé prendre l'ascenseur. Ah, l'ascenseur était occupé, non, c'est bien comme ça. Alors, il a pris l'escalier de secours, il est arrivé en bas, il est passé dans le hall, et là, il a croisé Robert. Et Robert regardait les boîtes aux lettres, il disait « Hé, vous avez vu, il y a le même nom que le mien sur la boîte aux lettres. » Alors Paul est sorti, il a traversé la rue, mais il n'a pas traîné, parce qu'au loin, il y avait 3 Harley Davidson noirs qui arrivaient. Alors il est passé au milieu des enfants qui étaient en train de jouer au football sur le terrain vague, et après il a longé le grand lac d'eau salée. Là il y avait des enfants qui étaient en train de plonger, de nager, de s'amuser. Il est rentré dans le petit bois, à côté de l'autoroute, et là il y avait un loup. Il s'est dit, moi, je veux pas d'histoire. Hein. Alors il a pris le chemin de l'autre côté, et à force de marcher, il a vu une petite cabane en bois. Et devant la petite cabane, il y avait le petit vieux, tout habillé en blanc, assis sur un banc. Il souriait avec la seule dent qu'il avait au milieu de la bouche. Alors Paul l'a salué, le vieux lui a fait signe de s'asseoir, et Paul a commencé à raconter sa vie de catastrophes, de cataclysmes. Ça a pris un certain temps. Et quand le vieux a eu bien tout écouté, il lui a dit « Écoute-moi, Paul. Quand tu partiras d'ici, sur le chemin, si tu trouves n'importe quoi par terre, je sais pas, quelque chose que tu as envie de ramasser, tu le prends, tu le gardes bien serré, et puis tu verras bien ce que ça peut devenir. Et confiance. » Paul a dit « Quoi ? J'ai fait tout ce chemin pour entendre des bêtises pareilles. » Bon, il a donné les boîtes de cassoulet pour le vieux, et puis il est parti. Et en partant, sur le chemin, il a vu un bouchon de champagne. Il l'a ramassé, il l'a regardé. Il a dit, tiens, il y en a qui ont bu du champagne par là. Et il a repensé à ce qu'avait dit le vieux. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je risque? Il a gardé le bouchon bien serré dans la main. Il a continué à avancer. Et là, au bord d'un ruisseau, il y avait un pêcheur. Il n'avait pas l'air content parce qu'il venait de casser sa ligne. Et il avait tout pour en refaire une autre, mais il lui manquait un bouchon. Ça peut faire l'affaire, un bouchon de champagne? Le pêcheur a dit oui. Alors il a refait une ligne, il a lancé, et aussitôt, lui qui avait l'habitude d'attraper des chaussures, des pneus, il a attrapé une belle truite. Il a dit, cette truite, elle est pour vous. Sans vous, jamais je l'aurais attrapée. Et voilà Paul qui s'en va avec la truite dans un sac plastique. Il continue son chemin. Il arrive à un restaurant. Et là, à la terrasse, ça allait pas du tout. Parce que le patron était en train de se disputer avec un client. Le client disait, « Écoutez, monsieur, je suis venu ici pour manger une truite meunière. Je veux une truite meunière. Débrouillez-vous comme vous voulez. » « Mais monsieur, je vous dis que j'ai vendu la dernière. Je ne veux pas le savoir. Allez en pêcher une. » Et le thon, enfin la truite, commençait à monter sérieusement. Paul est arrivé. Il a dit, ne vous disputez pas. Moi, j'ai une truite, je vous la donne. Hein. Le patron était content parce que ça commençait à faire mauvais genre. Et le client encore plus. Il allait manger sa truite meunière. Du coup, il a invité Paul à déjeuner. Et pendant qu'ils mangeaient face à face, ils ont discuté, ils ont sympathisé. Et l'homme a donné sa carte à Paul et lui a dit « Paul, ça me fera plaisir, venez manger chez moi dimanche prochain. » Le dimanche suivant, Paul a mis son vieux costume en velours côtelé. Il a pris le bus, il est arrivé à l'adresse indiquée, un grand portail en fer forgé. Il est rentré, une allée de gravier bordée de platanes. Tout au bout, il y avait une grande maison, un grand escalier. Il a commencé à monter l'escalier. Et un homme est venu à sa rencontre. « Vous êtes monsieur Paul ? Venez, venez, monsieur vous attend. » Il est rentré dans un hall, et puis dans une grande pièce. Et là, il y avait l'homme du restaurant. « Ah, Paul, mon ami, vous êtes là. Tenez, je vous présente Louison, ma fille. » Et là, Paul a vu la plus belle fille qu'il avait jamais vue de sa vie. Puis, bon, enfin, en tout cas, elle était drôlement bien habillée. Alors, il l'a regardée. La fille lui a souri, elle est devenue toute rouge. Et les dimanches qui ont suivi, il est revenu manger, ils se sont mariés. Mais moi, en fait, ce que je voulais vous dire en vous racontant cette histoire, c'est si en sortant d'ici,
vous voyez quelque chose par terre, n'importe quoi, peut-être un bouchon de champagne ou autre chose, et que vous avez envie de le ramasser, faites-le. Peut-être même un signe du destin. Quand ça passe, il faut l'attraper. Gardez-le bien serré dans votre main. Ayez confiance. Et puis on ne sait jamais ce que ça peut devenir. Peut-être du bonheur. Moi en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir écouté ces histoires. Je vous raconte une toute petite dernière. Allez. Bon. C'est en bas de l'immeuble. Il y a une flaque d'eau. Et dans la flaque d'eau, il y a un crapaud. Mais le crapaud, hein, baveux, hideux, pustuleux. Il y a deux filles qui passent. Elles disent, oh, quelle horreur, un crapaud. Et le crapaud leur parle. Hé les filles, j'ai pas l'air comme ça, mais en fait, je suis un conteur. Je racontais des histoires de sorcières pour Halloween. Il y en a une qui passait par là, ça lui a pas plu. Elle m'a transformé en crapaud. Mais si une de vous m'embrasse sur la bouche, je redeviendrai le conteur que j'étais, et puis je l'épouserai. La première le regarde, elle dit, ah non, t'es trop moche, hein, je pourrais pas t'embrasser. Et elle s'en va. La deuxième prend le crapaud, elle le met dans son sac à main, et elle rentre chez elle. Et dans le sac, il y a le crapaud qui dit, bah la fille, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu m'embrasses pas? Bon, toi, écoute-moi bien. Je gagnerai beaucoup plus d'argent avec un crapaud qui parle qu'avec un mari conteur. Et le frère Jacques.